Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Sabiopod, je suis Anthony Franck, votre hôte, et Sabiopod est un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels la race humaine a pu penser jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un jeu vidéo, d'une franchise qui, ma foi, le moins qu'on puisse dire, a un peu son importance dans le domaine science-fictionnel, puisqu'il va s'agir de Mass Effect. Alors Mass Effect est un jeu de rôle et d'action. On aurait dit fin des années 90 ou milieu des années 90, aventure-action. Mais là, c'est un jeu en 3D, donc avec une vue à la troisième personne. Donc vous voyez votre personnage agir quand il effectue un certain nombre de choses. Et je dirais que ce jeu a ceci d'importance, c'est qu'il ose explorer la thématique du racisme à l'échelle multiplanétaire. Et il se pose la question de qu'est-ce que cela donnerait-il si la race humaine, finalement, l'espèce humaine, rencontrait d'autres espèces vivantes dans la galaxie, et que s'il y avait une forme d'association galactique des espèces en question, et si nous étions présentés à cette forme d'alliance et d'association, qu'est-ce que cela donnerait si le racisme existait à l'encontre de notre espèce. Et dans ce sens-là, bien sûr, c'est une thématique, ma foi, qui est plus qu'intéressante pour quelqu'un comme moi, c'est évident. Mais c'est pas le seul élément. La chose qu'il faut voir avec Mass Effect, c'est que c'est un univers d'abord, qui est très dense, très cohérent aussi, je pense. Les fondations de l'univers, que ce soit d'un point de vue thématique, mais que ce soit également d'un point de vue intellectuel, on va dire, approfondissement de l'univers en question. Enfin, les fondations de cet environnement, de cet univers-là, donc qui a lieu sur plusieurs planètes, ces fondations sont relativement solides, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas déçu par cet aspect-là. Alors, le personnage principal auquel vous allez vous identifier, parce que vous n'allez pas avoir trop le choix finalement, vous allez devoir jouer dans ses baskets ou dans ses bottes de combat, c'est plutôt ça, c'est le commandant Shepard. Shepard, alors déjà, une chose à rappeler, donc, c'est que ce personnage, vous pouvez soit incarner un personnage masculin, soit un personnage féminin, donc vous avez le choix. Donc ça, c'est très très intéressant, parce que c'est un des premiers à le faire, et on est en 2007 quand Mass Effect sort. Ça veut dire qu'ils sont à l'avance de pas mal de gens sur ce sujet-là, donc c'était quand même à noter. C'est un jeu qui sort en 2007, comme je le disais. On peut le catégoriser en effet en blockbuster du jeu vidéo, étant donné qu'il a eu un succès immédiat, puisque vous avez des éléments de roleplay, c'est-à-dire vous pouvez mettre le jeu en pause, comme les jeux BioWare précédents, qui étaient des jeux de fantastique début des années 2000, on pense à Baldur's Gate, c'est pas trop difficile d'y penser puisque la version 3 de ce jeu est sortie il y a quelques mois avec le succès que l'on sait pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses. Néanmoins, Mass Effect reprend quelques éléments de gameplay, en tout cas des éléments tactiques qui permettent de mettre le jeu en pause pour vérifier les pouvoirs que vous utilisez, le type de tir que vous effectuez sur le type de personnage. Alors, ça a une traduction en 3D puisque donc le jeu est en full 3D, les environnements, le personnage, etc. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que cette mécanique de jeu, c'est un des éléments qui a fait ralentir, je pense, ou qui a fait en sorte que le jeu soit un poil moins, enfin un peu critiqué par les joueurs, dans le sens où la traduction d'une mécanique de jeu qui était essentiellement en 2 dimensions et que l'on retrouve en 3 dimensions, là, pour le coup, s'effectue sur un jeu d'action, donc en 3D. C'est-à-dire que vous ne faites pas un certain nombre d'actions en tour par tour, vous effectuez vos actions au débeauté, en direct, en temps réel. Donc quand vous utilisez un pouvoir, vous l'utilisez en temps réel. Quand vous tirez sur un personnage, quand vous rechargez votre arme, quand vous faites bénéficier de vos pouvoirs les personnages autour de vous qui sont vos alliés, c'est pareil, tout ça s'effectue en temps réel. Donc il n'y a pas du tout une réflexion qui s'effectue sur la manière d'engager les ennemis. Enfin, elle s'effectue, bien sûr, la réflexion, mais elle s'effectue pendant que vous jouez. Enfin, elle s'effectue en même temps que vous effectuez les actions. Donc il y a un côté très très dynamique et temps réel. Et le problème de la dynamique dont je parlais et de la mécanique de jeu, pardon, dont je parlais précédemment, c'est qu'elle était très difficilement adaptable à un jeu d'action. Donc c'est un petit élément de critique, c'est pas très grave parce que
on va dire, quasi optionnel. C'est pas du tout une obligation de mettre le jeu en pause pour pouvoir jouer à ce jeu et finir un certain nombre de missions. Donc ça, c'est un des premiers points. Donc le jeu a été développé par le studio BioWare. C'est aussi, donc on peut aussi et surtout le classifier, comme je le disais, comme un RPG de science-fiction, qui était plutôt novateur et en même temps dans une certaine tradition, notamment au niveau de la manière dont vous interagissez avec d'autres personnages en termes relationnels et en termes de communication. Ça, c'est un des éléments. Donc, comme je le disais, c'est un RPG qui a été développé par BioWare, avec effectivement un certain penchant pour l'action. Un élément à rapporter concernant ce studio, parce que ça me semble essentiel, c'est qu'à ce moment précis de son histoire, ce studio est absolument au fait de ses capacités créatrices et de production. Je veux dire, il y a quasiment aucun studio de développement qui est aussi capable que BioWare de faire ce qu'ils font. Et ils se lancent dans la création d'une nouvelle licence avec Mass Effect. Bon, alors, il est évident qu'on sent l'influence de beaucoup de choses. Ils ont fait des jeux de rôle Star Wars précédemment. Ils en ont fait deux, si ma mémoire est bonne. J'ai pas les titres en tête, mais je pense pas que ça soit le plus important. Ils ont fait un jeu, pareil, à la troisième personne, donc où vous utilisez des pouvoirs et des arts martiaux qui s'appelle Jade, qui ma foi, est plutôt fonctionnel également aussi. Et vous vous trouvez finalement en face d'un studio qui a l'habitude de ce type de projet, qui se lance dans la créativité en termes de conceptualisation d'un univers complet pour mettre en place un jeu vidéo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si on peut juger, évaluer la qualité des produits artistiques développés à cette époque, Mass Effect, donc qui est sorti en 2007, ouais. Donc, pour revenir au jeu en lui-même, en effet, qui est sorti en 2007, il faut comprendre que Mass Effect, c'est pas tant la genèse qui m'intéresse, même si c'est intéressant, mais c'est plutôt le résultat auquel on a droit en tant qu'utilisateur consommateur de ce jeu, quoi. Je voulais d'abord évoquer le concept design de ce jeu, parce que je pense que c'est un des éléments factuels importants qui explique en grande partie le succès de ce jeu. Donc, si vous avez l'occasion de regarder le concept design de Mass Effect, que ça soit sur l'univers entier ou que ça soit, parce qu'il y a deux bouquins, enfin il y a plusieurs bouquins de concept design, de concept art sur Mass Effect. Il y en a un sur l'univers entier et il y en a un pour chaque jeu qui a été développé. C'est immensément créatif, avec une esthétique qui est très séduisante, où l'humanité d'aujourd'hui serait projetée dans 200 à 400 ans dans un futur possible. Et tenez-vous bien, c'est là où il faut c'est là où il faut se rendre compte qu'ils ont été incroyablement créatifs, c'est ils ont été capables de tenir compte des limitations des ordinateurs et des consoles sur le marché à cette époque, à savoir en 2007-2008, donc certes nous sommes en 2024 maintenant, tout en étant en mesure, malgré ces contraintes techniques de l'époque, et sachant que ces contraintes sont extrêmement importantes, BioWare est arrivé à livrer une expérience de jeu à la troisième personne, en full 3D, dans un environnement de science-fiction qui apparaît comme crédible. Et donc pour faire tout court, parce que je pourrais bien entendu continuer de faire dans les superlatifs, mais pour faire tout court, on y croit. Voilà, c'est-à-dire qu'on croit dans le côté tangible de l'univers qui nous est proposé, d'intégrer et dans lequel on peut se mouvoir et jouer. Il faut le remarquer, ce n'était absolument pas évident à exécuter à ce moment-là. C'est-à-dire être en mesure de tenir compte des limitations et des capacités graphiques de l'époque, tout en proposant un univers de science-fiction qui soit crédible à l'écran ou sur l'écran d'ordinateur, c'était une production à exécuter ça ne coulait pas de source, quoi. C'était vraiment délicat. Et c'est l'ensemble des éléments de cet univers, c'est-à-dire les extraterrestres semblent être tout simplement, et on pourrait s'arrêter là, verbe être et donc par conséquent réaliste. On y croit encore une fois quand on les voit. Les tenues utilisées qui sont très stylisées, les têtes non humaines, certes, mais qui sont pourtant lisibles par n'importe quelle personne, c'est-à-dire on comprend où plus ou moins se trouvent les yeux, où plus ou moins se trouvent les bouches, où plus ou moins se trouvent les éléments qui permettent d'entendre. Un autre élément, c'est que Mass Effect, comme son nom l'indique,
prend place dans un univers où certaines capacités humaines sont découvertes, notamment, et précisément d'ailleurs, c'est un des points importants, la faculté d'influencer directement la masse d'objets se trouvant à distance, pardon. Ce qui a pour effet de générer une pléthore de pouvoirs différents à utiliser selon les circonstances. Bien entendu, en présentant ce jeu, on va dire très vite que c'est la justification pseudo-scientifique de pouvoirs magiques, en tout cas surhumains. Ouais. Puisque comme on est dans un univers de science-fiction, il faut que vous ayez quand même un soubassement ou des fondations plus ou moins scientifiques pour justifier de l'utilisation de pouvoirs qui ont une expression graphique à l'écran. Ajoutez à cela bien sûr une ribambelle d'armes de poing, alors toutes différentes les unes des autres, du pistolet laser au lanceur de grenades magnétiques, c'est clair, le choix est là. Dans les phases de combat, où vous pouvez aussi bien utiliser vos pouvoirs que vider le chargeur d'une arme futuriste, soit avec une main, soit avec l'autre. Je veux dire, tout est à votre disposition, c'est le fantasme futuriste par excellence. Mais entre ces phases de combat, vous rencontrez des personnages, et c'est ça qui fait peut-être... Si, vous voyez, si le jeu s'était juste arrêté à ces phases de combat, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, hein, puisqu'il n'est pas le seul dans sa catégorie, en jeu à la troisième personne à faire de l'action, mais si le jeu s'était juste arrêté là, je pense qu'il aurait loupé une échelle de qualité. Et ils sont arrivés en effet à gravir des échelons supplémentaires de qualité parce que au-delà des phases de combat, vous allez rencontrer des personnages, vous allez discuter avec eux grâce à un système de dialogue à base de choix multiples ou préétablis et dans lesquels vous pouvez être sympathique, méchant ou neutre. C'est-à-dire vous choisissez la tonalité émotionnelle du dialogue en question. Quand vous avez un personnage qui vous parle, les dialogues existent déjà, vous n'avez plus qu'à les choisir. Et là aussi c'est pareil, hein. Il faut signaler que le ratio entre contraintes techniques et créativité se fait à l'avantage des textes écrits et donc des narrative designers. Petit aparté, le terme narrative designer qui n'existait pas encore à l'époque, voire pas du tout, dans la production de jeux. Puisque la personne qui était responsable de l'écriture était appelée lead writer sur Mass Effect. Il faut d'ailleurs remettre aussi les choses dans leur contexte un petit peu, c'est-à-dire que quand ce jeu sort, Mass Effect, il devient de fait un des étalons, il y en a peut-être d'autres dans le fantastique, et ce serait dommage de ne pas le dire, mais ça devient clairement un des étalons de l'écriture, de la qualité de l'écriture en termes de jeux vidéo et en termes science-fictionnels, ce qui n'est pas du tout évident. Donc, le lead writer, qui effectivement est un écrivain accompli, Drew Capershin, a fait un travail exceptionnel. Alors, sur le premier, on va dire que c'est la trame globale qui se démarque, puisque vous voyez bien que, enfin, vous envisagez bien votre personnage qui doit devenir, on va dire presque l'équivalent d'un Jedi d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait faux, je veux dire, la comparaison pourrait être faite, mais ça devient un spectre, et un spectre, c'est un agent qui est à la solde du gouvernement de l'alliance des différentes espèces qui se sont alliées, donc des espèces d'une alliance galactique. Et donc vous devenez un spectre, là, pour la première fois, un être humain devient un spectre, ce qui lui donne accès à un certain nombre d'éléments matériels, donc une équipe, d'une part, mais également un vaisseau spatial, on va y revenir. Mais je tenais aussi à revenir sur la notion de lead writer, de narrative designer, parce que depuis quelques temps, enfin c'est dans le milieu du jeu vidéo, je vois qu'il y a 2-3 ans que je vois apparaître ces notions de narrative designer ici et là, chose qui a été combattue les 15 années précédentes, où c'était le gameplay qui avait la part belle, et je pense que le gameplay a toujours la part belle, et je pense qu'il est toujours important que le gameplay ait la primauté dans un jeu vidéo, c'est évident, c'est ce qui fait un jeu vidéo, mais ce qui renforce la qualité de l'univers qui est présenté, c'est la qualité d'écriture qui est proposée, ou la qualité des interactions avec les personnages, en termes intellectuels, en termes émotionnels, en termes de relationnel que vous avez avec les personnages en question. Et ça, dans Mass Effect, ça a été extraordinairement bien fait. Alors pour le 1, pour le 2, moins pour le 3, mais beaucoup moins pour le 3, mais globalement, soyons très très clairs, il y a très peu de jeux qui arrivent à la hauteur de Mass Effect à ce niveau-là, hein, puisqu'on est dans
jeu de science-fiction, c'est du space opéra, vous naviguez dans un vaisseau spatial, vous allez sur d'autres planètes, etc. Mais il y a très très peu de jeux qui, en termes de qualité de dialogue, de profondeur des personnages que vous allez pouvoir rencontrer, c'est pas toujours, c'est très souvent inégal, hein. Je suis pas en train de dire que c'est parfait partout, je suis pas en train de dire que c'est la perfection incarnée, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Je dis juste, par contre, que j'ai rarement trouvé un jeu vidéo où la qualité de l'écriture, à certains moments clés, parce que c'est plus ça d'ailleurs, c'est à certains moments clés où c'est de très grande qualité, était bien présente et avait été extraordinairement bien travaillée. Et donc c'était important de le noter. Alors un autre point marquant, notamment de cette écriture, qui vaut la peine aussi d'être évoqué, c'est que c'est la caractérisation du bad guy, du bad boy, hein, le vilain de l'histoire, Saren. Donc on comprend très bien ses motivations, qui sont extraordinairement claires, on comprend très bien son racisme non dissimulé ou presque, son dégoût quasi apparent pour la race humaine, qui vient de se faire une place dans le concert galactique officiel. Je tiens d'ailleurs à rajouter que Mass Effect, en aparté comme ça, Mass Effect, l'ensemble de la trilogie Mass Effect a été réédité il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ou 3-4 ans plutôt, donc aux alentours de 2020. Donc en version haute définition, donc c'est distribué par Electronic Arts et vous avez accès en effet à l'ensemble des 3 Mass Effect, mais revu et corrigé pour faire en sorte que le gameplay soit plus fluide, les textures soient de haute résolution et que vous puissiez aussi jouer en 4K si c'était nécessaire. Je pense pas que ça soit un fort besoin, mais c'est une possibilité en tout cas qui vous est offerte et qui vous permet d'apprécier la trilogie. Alors par contre, je peux vous garantir que même si vous n'y avez pas joué, enfin c'est 3 jeux, hein, donc comptez 50 heures par jeu juste pour un seul jeu. À peu près, ce qui est important de remarquer, c'est que chaque moment a du sens. Et la cerise sur le gâteau qui ne gâte rien, l'histoire dans son ensemble est claire, avance à un bon rythme du début à la fin, et ce dans un contexte multiracial. Je pense que là pour le coup on peut parler de race, puisque ce sont des races extraterrestres, donc c'est dans un contexte multiracial, multiplanétaire. Et quand j'ai rejoué à la version Legendary, qui donc est le remake de l'ensemble de la trilogie, il y a quelques points, il y a quelques éléments qui m'ont sauté aux yeux, c'est que le sentiment d'exploration, il est vraiment exploité pour nous imprimer l'esprit et nous laisser une impression de vastitude, alors que finalement, tout est en trompe-l'œil. Il est évident que, enfin, faire un jeu vidéo, c'est une partie de, on triche un petit peu avec l'ensemble des éléments digitaux qui sont suffisamment malléables pour laisser une impression visuelle et interactive, mais qui n'est pas nécessairement une réalité, c'est évident. Néanmoins, c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que vous avez un feeling, une impression de vastitude qui reste après avoir joué à certains jeux. Les niveaux, parce que les niveaux, en fait, pourquoi je dis c'est en trompe-l'œil, parce que les niveaux sont relativement petits, ils sont relativement vides, enfin notamment dans les phases d'exploration où vous trouvez en fait arriver sur certaines planètes où vous avez 2-3 bases, voire enfin vous avez 2-3-4 lieux à visiter, parfois qui sont difficiles d'accès parce que le relief fait en sorte que vous ne puissiez pas y accéder aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Donc il est évident que ça pose souci et qu'il faut généralement réfléchir à comment contourner certains obstacles pour arriver aux endroits en question. Donc ces niveaux de jeu sont relativement petits et vides, même si vous laisse une impression de vastitude, ce qui est quand même assez paradoxal, mais il faut quand même le faire, hein. C'est en ce sens-là que c'est pas évident. Sauf bien sûr lorsque vous vous trouvez dans les zones de combat et qu'elles sont mises en place, mais l'impression en tout cas réminiscente, c'est d'avoir vécu des moments intéressants. Il y a une chose qui me semble assez évidente avec du recul maintenant, surtout en ayant une bonne connaissance à titre personnel du genre science-fictionnel, c'est que Mass Effect était enfin pour ceux qui ne connaissent pas finalement et qui ne sont pas allés très loin en matière de science-fiction et qui sont pas très intéressés pour lire les bouquins, Mass Effect pourrait être pourrait et peut être une excellente introduction, un bon résumé de la science-fiction de ces 24, 25, 30 dernières années. Vous avez l'ensemble finalement des thématiques que vous allez trouver dans des livres de science-fiction, vous les avez dans ce jeu vidéo. Donc intelligence artificielle, space opéra,
bataille spatiale, combat à base de tir, vous avez des pouvoirs surhumains ou éventuellement la biologie humaine ou différents types de biologie qui sont perturbés par différents éléments, soit la recherche et développement qui est inhumaine d'une certaine manière, donc on peut retrouver dans des licences de films très connus. Donc tout y est, vous avez l'ensemble, le savant fou, vous avez l'ensemble vraiment, le tueur invétéré, vous avez vraiment, enfin, en termes de personnages, vous avez bien sûr quelques éléments un peu classiques comme ça dont je parle, quelques stéréotypes, mais sortis de ça, d'abord, ces stéréotypes en question sont tellement bien, comme ce sont des êtres extraterrestres et qu'en même temps on se trouve dans une situation où on les voit discuter, on les voit donner leur point de vue, même quand on discute avec eux, on a une certaine tendance à avoir un rapport avec. Et c'est ça qui est aussi très fortiche, je trouve, c'est d'être en face d'un jeu vidéo, d'avoir des personnages artificiels avec lesquels quand je dis personnages artificiels, c'est-à-dire ce sont des abstractions en 3D, ok? Donc, avec lesquels vous pouvez éventuellement discuter un temps soit peu, et qui vous donnent à réfléchir sur leur motivation et les vôtres quand vous jouez. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas quelque chose de très évident à faire, c'est pas quelque chose de très évident à produire. Mais néanmoins, pour revenir à ce que je disais, en effet, vous trouvez vraiment, en tout cas à un niveau un peu en surface, vous retrouvez l'ensemble des thématiques que vous allez trouver dans la science-fiction de ces 30 dernières années, dans tous les space opéras que Alastair Reynolds a développé, que Peter Hamilton a développé, que Banks a développé, enfin que tous les auteurs majeurs du space opéra de ces 25 dernières années en fait ont développé de manière, alors par contre pour le coup, hein, il faut être honnête, bien plus étendue, et vous allez trouver bien plus de profondeur et de sens dans les bouquins que dans le jeu vidéo, mais c'est en ce sens-là que le jeu vidéo est une très très bonne introduction à ces thématiques en question. D'ailleurs, même pour un connaisseur du genre en question, c'est un univers qui vaut la peine d'être connu, c'est un univers qui vaut la peine d'être parcouru, parce qu'on y trouve finalement une manifestation graphique et interactive de choses qu'on a pu lire, donc comme je le disais, ces 30 dernières années. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que qui reste de cet univers, ça finit par être gravé dans la mémoire. C'est la qualité de l'univers créé, la profondeur, la clarté et les différences à l'intérieur de ce monde, habité par des êtres qui ne se ressemblent pas, hormis leur aspect bipède, hein, sauf exception bien sûr, puisqu'il y a quand même pas mal d'êtres humains, mais il y a pas mal d'extraterrestres que vous pouvez rencontrer, avec qui vous pouvez discuter, qui sont complètement bizarres. Vous avez des espèces de céphalopodes qui restent dans l'air comme ça, avec qui vous pouvez discuter, avoir un semblant de discussion, mais ça donne une certaine variété à l'ensemble de l'univers en question. Alors quelques bémols, parce que c'est important, hormis la citadelle, donc la citadelle étant le siège de l'Alliance Galactique, la variété des lieux à explorer n'est pas vraiment à l'ordre du jour, hein. Je préfère prévenir les joueurs potentiels, et j'en ai déjà parlé un petit peu. Lorsque vous vous déplacez de planète en planète, l'intérieur des bases, dans le premier jeu, dans Mass Effect, le premier du nom, l'intérieur des bases est identique ou relativement identique. Ils ont simplement agencé des caisses en 3D à l'intérieur pour varier un peu votre parcours du combattant, ce qui bien sûr limite la variété par une réutilisation forcenée des mêmes assets graphiques. Je pense que bon, ça a dû être des limitations en termes de temps de développement. Ils n'ont pas pu développer des intérieurs très variés, sortis de celui de la citadelle. Donc ils ont dû forcément après réutiliser, faire beaucoup de réutilisation pour faire les bases extérieures. Et donc ça se voit quoi. Donc il faut le savoir. L'autre élément, c'est, et je l'ai dit précédemment, et je vais me répéter à nouveau, mais ça me semble important, globalement, ce jeu est intéressant pour sa narration et les nœuds d'action et de choix qu'il crée et qu'il y met à votre disposition. Parce que c'est justement dans ces moments-là que le jeu brille. L'action est très bien faite, elle est très lisible. Enfin, si vous êtes un habitué des jeux vidéo, si vous connaissez quels que soient les univers en question jeux vidéo, vous allez très vite vous rendre compte que ça se joue assez facilement. Enfin, vous pouvez augmenter la difficulté bien sûr, mais c'est pas si compliqué que ça. Autre chose aussi avec la citadelle, alors ça c'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Un des aspects les plus marquants en tout cas, c'est
c'est le vaisseau spatial que vous utilisez. Donc le Normandie, qui bien sûr fait une référence au débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Le design extérieur, les courbes dessinées sont d'une grande élégance, mais je crois que, enfin à titre personnel, le summum de l'expérience, c'est que vous êtes le commandant de ce vaisseau spatial performant. Vous avez votre propre cabine, vous pouvez parler au pilote qui se trouve devant, à certains membres d'équipage. Vous pouvez attraper au vol certaines conversations sans jeu de mots. Vous pouvez voir la salle des moteurs, le hangar, les cabines de l'équipage et votre centre opérationnel de commandement, votre centre de commandement et de navigation. Alors soyons honnêtes, hein, si vous avez grandi avec, pour des gens de ma génération, si vous avez grandi avec du Capitaine Flamme, du Albator, du Robotech et ce genre de trucs, les gens pourront essayer de vous infantiliser autant qu'ils voudront, mais être en mesure d'expérimenter et d'être à l'intérieur en 3D d'un vaisseau de ce type, c'est quasiment irrésistible, ne serait-ce que par simple curiosité pour voir de quelle manière ils ont agencé les choses, pour voir si ça a du sens, pour voir si ça a l'air crédible. Et il faut aussi l'avouer, c'est déjà très très bien fait dans le premier, mais cette expérience-là est augmentée de manière de manière positive, et par incrément dans les jeux suivants, que ça soit le deuxième, le troisième et l'autre dont je me souviens plus le titre, hein, mais qui est aussi très intéressant et sur lequel je reviendrai bien sûr. Un petit aparté sur la révision du gameplay dans la version Mass Effect Legendary. Donc c'est comme je disais, c'est une version qui est sortie entre 2017, 2018 et 2020. La révision du gameplay est la bienvenue, hein. La prise en main, l'aspect rolesque sont gérés d'une manière suffisamment fluide, suffisamment rapide pour ne pas gêner le gameplay dans son ensemble, dans de longues sessions de tweaking de vos fiches de personnages. Donc on n'en est pas là, on est plus centré sur un jeu d'action maintenant. Vous mettez quelques points sur quelques pouvoirs que vous avez ici et là, que ce soit pour les pouvoirs biotiques ou pour les upgrades que vous allez mettre sur vos armes. Mais sorti de ça, c'est essentiellement, ça se fait, entre les phases d'action, vous n'avez pas trop à gérer cet aspect-là pendant que vous êtes dans une phase d'action assez intense avec des ennemis qui vous arrivent par vague dessus, quoi. Ça va pas être le cas, fort heureusement. Donc ça, c'était très très appréciable. Et c'est très appréciable. Je joue en ce moment sur le deuxième, sur Mass Effect 2. Alors, ils n'ont pas trop changé de choses. Là, je reviendrai là-dessus quand je parlerai de Mass Effect 2, en effet. C'est qu'il y a des choses intéressantes à dire entre la version Legendary et la version Mass Effect 2 qui est sortie dans le commerce en 2009-2010. Mais un aspect critique, néanmoins, de ces éléments de gameplay, hein, le gameplay de combat qui est, donc surtout par rapport aux aspects discussion, aux aspects compréhension des personnages qui sont autour de vous, le gameplay de combat quand vous êtes en phase de combat, et qui est devenu quand même l'essentiel aspect avec l'exploration, est finalement relativement répétitif. Il faut quand même être bien conscient de cet aspect-là. Donc si vous appréciez ce genre de choses, ça va aller. Sinon, je vous conseille de jouer à autre chose parce que ça réveille un peu les nerfs, ça vous permet de viser des choses, ça vous permet d'utiliser des pouvoirs intéressants, ça vous permet de visiter des endroits en 3D. Pas toujours, hein, pas systématiquement les mêmes, notamment si vous êtes dans la citadelle ou si vous êtes sur votre propre vaisseau. Mais sorti de ça, ouais, le reste est assez répétitif. Je pense que c'était important de le noter et de le signaler. Alors il y a autre chose aussi que je voulais indiquer, parce que bien entendu dans l'industrie du jeu vidéo il y a quand même beaucoup de changements, hélas, qui s'effectuent d'une année sur l'autre et d'une décennie sur l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui ont travaillé sur Mass Effect et Mass Effect 2 et une partie de Mass Effect 3, en tout cas la version solo, single player, sont des gens qui sont, pour l'essentiel, qui sont partis du studio BioWare, pas tous, je suppose, mais une grande partie. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez un jeu qui est en développement, qui s'appelle Exodus, dont je vous conseille de voir le trailer si vous ne l'avez pas vu, et vous allez vous rendre compte très vite qu'en termes de gameplay, a priori, ça se ressemble beaucoup à Mass Effect, alors bien sûr avec tous les éléments supplémentaires en termes graphiques auxquels nous avons accès maintenant. Néanmoins, il y a quelque chose de supplémentaire
c'est que vous avez Peter F. Hamilton qui travaille sur le bouquin en même temps que l'équipe qui fait le jeu. Donc, d'après ce que j'ai compris, il reçoit à intervalles réguliers un certain nombre de dessins des personnages, des technologies qui sont développées, etc. Et donc, ça informe d'une certaine manière le bouquin sur lequel il a d'ores et déjà travaillé. Donc cette fois-ci, il y a une quasi collaboration, enfin non pas quasi, il y a une collaboration directe entre un auteur de science-fiction qui d'ores et déjà, soyons très clairs, a été une inspiration pour Mass Effect précédemment, ou en tout cas fait partie des inspirations pour Mass Effect. Et donc cette fois-ci, ils ont décidé de travailler en direct avec lui. Donc je suppose que ils vont faire en sorte en termes de calendrier, en marketing, d'avoir le jeu et le bouquin qui vont sortir à des moments dans un calendrier relativement écourté, quoi. Ce qui fait que le marketing aidera et le jeu et le bouquin également. Voilà, donc je tenais à indiquer ces éléments-là parce qu'ils me semblent, mine de rien, relativement importants. Mais il faut retenir, je pense, en tout cas de Mass Effect, c'est que c'est une licence absolument essentielle, finalement, dans le jeu vidéo à l'heure actuelle, pour la qualité de son écriture. C'est clair que, enfin, lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle atteint l'objectif en termes de qualité, c'est très notable, ça se voit, ça s'entend, bien sûr. Mass Effect est très intéressant pas tant pour le personnage que vous incarnez, mais plus pour les personnages que vous allez rencontrer et plus pour les ennemis, justement, puisque, comme je l'ai dit, on est dans un contexte multiracial, il y a un contexte politique aussi. Hein, puisque c'est une alliance galactique, donc avec des gens qui ne cachent pas le racisme qu'ils ont pour l'espèce humaine. Donc ça aussi c'est intéressant, surtout c'est intéressant bien entendu de le relier à nos chères problématiques internes dans nos chers pays respectifs. Donc ça valait le coup de le voir. Ce qui aussi valait la peine, c'est la manière dont ils ont incarné l'ennemi principal dans Mass Effect, qui commence en étant un personnage qui donne l'impression de bien vouloir faire son travail et qui dérive progressivement vers d'autres ennemis auxquels on aura accès qui se tournent donc vers d'autres ennemis que l'on découvrira en effet dans les jeux suivants, donc Mass Effect 1, Mass Effect 2, pardon, 3 et Mass Effect Andromeda. Éventuellement, ça j'en suis pas sûr. Néanmoins, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est la qualité de l'antagoniste dans le jeu qui en fait, quand je dis la qualité, c'est-à-dire l'aura de malfaisance d'une certaine manière de ce personnage, qui fait que ça montre bien d'abord que l'accent a été mis sur l'écriture de ce personnage, même quand on le voit pas, parce qu'en fait, dans l'essentiel du jeu, on le voit quasiment pas, ce qui est quand même assez fort, d'une part, mais d'autre part, sa présence est ressentie néanmoins pendant la totalité du jeu. Et c'est ça qui fait l'intérêt finalement du personnage, c'est que on comprend ses motivations, aussi pourries soient-elles, on comprend sa malfaisance, aussi pourrie soit-elle, et on la ressent à distance presque. Donc quand le personnage apparaît, il a de suite une aura très particulière. Donc c'est ce qui fait, je dirais, la valeur de ce personnage. C'est même pas le fait qu'il soit difficile, pas difficile à vaincre, hein. C'est pas du tout la question. La question, c'est qu'il a une aura très particulière et qu'elle a été très bien apportée à travers l'écriture. Donc c'est ça qu'il était important de noter. Et enfin, une dernière petite aparté concernant Saren, donc qui est pas un anti-héros, l'antagoniste absolu, pardon, dans Mass Effect, le premier du nom, c'est que c'est intéressant de le comparer à la notion de boss qui est une notion classique et typique du jeu vidéo. C'est-à-dire à intervalles réguliers, vous allez tomber sur quelqu'un, sur un personnage qui est extraordinairement puissant en termes de gameplay, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de difficultés à battre. Je veux dire, là, la différence entre Saren et un boss typique, c'est que Saren, son influence, comme je le disais, elle est ressentie dans tout le jeu, qui met en place une certaine intrigue, met en place un certain nombre d'actions, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de nuisance et un pouvoir d'influence dans l'ensemble du jeu qui sont justement très importants et qui font que vous, en tant que personnage, en tant que protagoniste de l'histoire et en tant que protagoniste du jeu, votre rôle, c'est d'arrêter cette influence, d'arrêter cette capacité de générer des événements qui sont néfastes pour l'Alliance Galactique. Donc il y a de suite une complexification
qui est effectué sur qu'est-ce que le personnage de Saren représente en tant que boss et qu'est-ce qu'il représente au niveau de l'histoire. Et c'est ce qui fait toute la différence avec beaucoup de jeux vidéo qui ne s'embarrassent pas de narration, qui ne se sont jamais embarrassés de narration, c'est-à-dire qui sont juste là pour vous mettre un gros monstre en vous disant maintenant sois fort, on l'a paramétré ce personnage pour qu'il te pose des problèmes et pour qu'il soit difficile à vaincre, donc sois fort et adapte-toi à la situation, essaie de comprendre comment il fonctionne pour arriver à le vaincre. Il y a de suite quelque chose, on n'est pas juste avec Saren dans la mécanique de jeu. Il arrive un moment où la mécanique de jeu a son importance, certes, encore que on pourrait critiquer que c'est pas trop le cas et que ça aurait pu être mieux fait, mais au-delà de ça, même s'il y a quand même des mécaniques de jeu qui impliquent qu'il est un boss à un certain moment. Mais au-delà de ça, encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que le personnage a une influence sur l'ensemble de l'histoire qui est développée parce qu'il effectue des actions qui sont hors du cadre du jeu vidéo, qui sont expliquées dans le jeu vidéo et qui montrent bien que son influence est telle, les actions qu'il met en place sont telles que l'alliance peut éventuellement être détruite. Donc ça, c'était très notable, ça, c'était absolument remarquable à mettre en place pour bien montrer que, et ce n'est que de l'écriture. C'est ça que j'avais trouvé extrêmement intéressant et extrêmement valable, avec beaucoup de valeur justement pour un jeu vidéo, c'est que ça montre bien la différence entre un pur boss qui a juste des mécaniques de gameplay et un autre boss qui en même temps a une écriture qui montre bien qu'un boss qui a des mécaniques de gameplay peut être autre chose que ça et peut être justifié de telle manière à ce que l'on comprenne l'importance qu'il peut avoir à l'intérieur du jeu. Et donc il y a un effet grossissant des traits du personnage et ça va au-delà de ses caractéristiques physiques quand vous le combattez. Et dans ce sens-là, je connais pas beaucoup de jeux qui étaient capables de mettre en place quelque chose de cet ordre-là. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Sagiopod. Au revoir.